Une serveuse noire humiliée et chassée d'un restaurant de luxe. Mais un milliardaire a tout entendu. Il suffit parfois de quelques secondes pour que toute une vie bascule. Un mot de trop, un regard de travers, un silence qui en dit long. Ce jour-là, dans un lieu où tout semblait figé par le luxe et l'arrogance, une simple présence a déclenché une tempête que personne n'avait vu venir. Ce que vous allez entendre n'est pas une fable, c'est une histoire vraie de douleur, de dignité, de secrets enfouis et de choix qui marquent une vie entière. Et si ce que vous pensiez être un détail changeait tout, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et commentez de quel pays vous nous écoutez. Votre soutien fait toute la différence. Le ciel parisien était couvert ce jour-là d'un gris dense comme un silence qu'on n'ose pas briser. Il était 13h15 quand Fatou poussa la porte vitrée du restaurant L'Orangerie, un établissement étoilé niché au cœur du 8e arrondissement, à 2 pas des jardins des Champs-Élysées. Elle portait son uniforme de serveuse, une chemise blanche repassée à la hâte, un pantalon noir trop large à la taille et des chaussures usées. Son badge, Fatou S, pendait à peine droit sur sa poitrine. Elle serrait dans sa main un petit enveloppe froissée, un bon repas offert par un client bienveillant du café où elle travaillait à mi-temps. La réceptionniste leva les yeux vers elle, d'abord surprise, puis agacée, comme si une erreur de casting venait d'entrer sur scène. « Mademoiselle, vous cherchez quelqu'un ?» demanda-t-elle d'une voix pincée. « Non, je viens pour déjeuner, j'ai un bon. » Fatou tendit l'enveloppe avec prudence, les yeux baissés, le ton posé, comme si sa simple présence pouvait déjà déranger. Le maître d'hôtel s'approcha, attiré par l'échange. Grand, mince, avec cette élégance sèche des hommes qui confondent le luxe avec la supériorité, il prit l'enveloppe d'un geste vif, l'ouvrit d'un coup sec et la lut rapidement. Son regard changea. Il leva les yeux vers Fatou avec un mélange de moquerie et de mépris. « Un bon repas pour l'Orangerie, c'est une plaisanterie, n'est-ce pas ?» « Non, monsieur. Un client régulier me l'a donné. Il m'a dit que... » « Écoutez, mademoiselle, on ne sert pas les employés de service ici. Vous comprenez ? Le personnel ne dîne pas dans les lieux qu'il nettoie. » Quelques clients tournèrent la tête. Un murmure s'installa dans la salle. Le couple d'influenceurs, assis non loin, eut un sourire complice. La serveuse, au fond, se figea. Fatou resta droite. Sa gorge se serrait, mais elle refusait de pleurer. Elle ne voulait pas leur donner cette satisfaction. Elle tendit la main pour reprendre l'enveloppe, mais le maître d'hôtel la déchira en deux et la laissa tomber au sol. « Dehors !» dit-il simplement, comme on chasse un chien errant. Fatou se pencha pour ramasser les morceaux. En se relevant, elle laissa échapper un petit objet de sa poche. Une photo plastifiée, usée par le temps, tomba à ses pieds. Une fillette y souriait, les joues pleines, les yeux pétillants, malgré les tuyaux d'oxygène accrochés à son nez. Elle ramassa la photo rapidement, mais quelqu'un d'autre l'avait déjà vue. Au fond de la salle, assis seul à une table d'angle, un homme replia son journal lentement. Arnaud Delacour, milliardaire discret mais redouté, fondateur du groupe Delacour Finance, observait la scène depuis son arrivée, une demi-heure plus tôt. Il avait tout vu, tout entendu. Il ne dit rien. Il regarda la photo. Il l'a reconnue, pas la femme, mais l'enfant. Fatou, sans un mot, tourna les talons et sortit dans le froid humide de février. Ses pas résonnaient sur les pavés, mêlés au bruissement des conversations étouffées derrière les vitres du restaurant. Arnaud resta immobile. Un souvenir enfoui, vieux de près de 30 ans, venait de frapper à la porte. Et cette fois, il n'avait plus la force de l'ignorer. Le vent tranchait les rues de Saint-Denis comme un scalpel. Il emportait avec lui les odeurs de boulangeries de quartier, de stations de métro humides et de cafés renversés sur les trottoirs fissurés. Arnaud Delacour n'avait pas mis les pieds dans cette banlieue depuis plus de 20 ans. Pourtant, ce jour-là, il s'y retrouvait, caché à l'arrière d'une berline noire, observant par la fenêtre teintée la silhouette de Fatou traversant la grille d'un petit centre médical. Elle entrait dans la clinique Henri Dunant, un établissement modeste, loin des standards privés que fréquentait la haute société parisienne. Elle tenait à la main un sac plastique froissé contenant visiblement des dossiers médicaux. Son visage était tendu, mais elle forçait un sourire à chaque pas. Derrière le comptoir, l'infirmière la salua avec un « Bonjour ». Madame Sarr, empreint d'une familiarité douce, presque complice.
Fatou répondit d'un hochement de tête, puis emprunta le couloir principal sans hésiter. Arnaud sortit lentement de la voiture, sans alerter son chauffeur, et poussa la porte d'entrée de la clinique, dissimulée sous une écharpe de cachemire remontée jusqu'au nez. Il suivit à distance, le cœur battant plus vite qu'il ne l'aurait cru possible. Au bout du couloir, derrière une vitre, une chambre au mur peint de bleu pâle. Sur le lit d'hôpital, une petite fille de 8 ou 9 ans, le visage creusé mais illuminé d'un sourire sincère, dessinait maladroitement sur une ardoise. Une perfusion courait le long de son bras. Les tubes d'oxygène pendaient de ses narines jusqu'à un appareil posé à ses pieds. Malgré la pâleur de sa peau, elle avait les yeux vifs, malicieux. Elle s'appelait Aïssata. Fatou s'approcha d'elle, posa son sac, s'assit sur le bord du lit et caressa doucement ses cheveux. « Ma chérie, comment tu te sens aujourd'hui ?»« Comme une baguette mal cuite, pas assez croustillante, » répondit la petite en riant. Fatou rit à son tour, un rire fatigué, brisé mais tendre. Puis elle sortit une petite boîte de son sac contenant des perles de couleur. « On continue notre bracelet de courage. Oui, et cette perle rouge, elle compte double. C'est pour les piqûres d'hier. » Arnaud, figé derrière le coin du mur, sentit sa gorge se nouer. Quelque chose dans le rire de l'enfant, dans la manière dont elle prononçait les mots en roulant légèrement les R, dans l'intelligence vive de son regard. Cela lui rappelait quelqu'un, une voix, un visage, un autre temps. Il recula discrètement, prêt à repartir, lorsque la voix cristalline de la fillette le cloua sur place. « Maman, tu crois qu'un jour, mon papa voudra me rencontrer ?» Le couloir sembla s'allonger, s'étirer à l'infini. Chaque mot prononcé résonnait dans le vide autour d'Arnaud. Fatou, elle, garda le silence. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle ferma les yeux, inspira lentement, puis dit « Peut-être, mon ange, peut-être que quand il sera prêt, ou quand toi, tu le seras. » Arnaud chancela. Il dut s'appuyer contre le mur. Ses mains tremblaient. Il n'avait jamais été un homme émotif. On le connaissait pour sa froideur légendaire, sa capacité à négocier des milliards sans une goutte de sueur. Mais ce jour-là, dans ce couloir oublié de Saint-Denis, le milliardaire le plus craint de la finance française réalisa qu'il avait peut-être une fille, une petite fille, et un passé bien plus vivant qu'il ne l'avait imaginé. Il quitta la clinique sans faire de bruit, l'esprit assiégé par des souvenirs qu'il pensait morts. Cette nuit-là, dans sa demeure silencieuse de Neuilly-sur-Seine, il entra dans son bureau privé, ferma la porte à clé et s'agenouilla devant un vieux coffre en bois de noyer. Il l'ouvrit lentement, comme on ouvre une blessure. À l'intérieur, soigneusement conservée, une photographie jaunie par le temps. Une femme d'origine africaine, enceinte, le sourire lumineux, tenant la main d'un homme au regard jeune et inquiet. Lui-même, il toucha la photo du bout des doigts, comme si elle allait s'effacer. Puis murmura presque sans voix. « Elle est à toi, Aminata. » Et pour la première fois depuis des années, Arnaud Delacour pleura. Il pleuvait sur Nice, ce jour-là, comme si la mer elle-même avait décidé de pleurer. C'était en 1996, et Arnaud Delacour, alors âgé de 30 ans, venait tout juste d'être nommé directeur adjoint des investissements au sein du puissant empire financier de son père. Il séjournait dans un hôtel discret mais luxueux du Vieux-Nice, où il retrouvait chaque soir, à l'abri des regards, une jeune femme au sourire d'or et à la peau d'ébène. Aminata, venue du Sénégal 5 ans plus tôt, travaillait comme femme de chambre dans l'établissement. Elle était cultivée, douce et pleine d'esprit. Arnaud disait souvent qu'elle parlait mieux français que les actionnaires de son conseil d'administration. Mais il ne l'aimait pas seulement pour cela. Il l'aimait d'un amour qu'il n'avait jamais connu, un amour sans pouvoir, sans contrôle, un amour qui l'effrayait. Lorsqu'Aminata lui annonça sa grossesse, Arnaud resta figé. Il ne savait pas quoi dire. Il savait seulement qu'il avait peur, pas de l'enfant, mais de ce que cette vérité ferait à son monde, à sa carrière, à son nom. Il tenta pourtant de résister aux pressions. Mais quelques jours après l'annonce, son père, Georges Delacour, l'attendait dans son bureau, un verre de cognac à la main et une expression glaciale. « Tu vas ruiner tout ce que nous avons construit pour une servante ? Tu crois qu'on peut se permettre un tel scandale avec les élections à venir ?» Arnaud protesta, parla d'amour, de choix, d'homme libre. Son père lui lança une enveloppe sur le bureau. « Voici ce que tu vas lui donner, et ensuite tu tourneras la page, définitivement. »
C'était une somme astronomique, même pour Arnaud, un prix mis sur la dignité, sur la paternité, sur l'amour. Il revint voir Aminata, le cœur lourd, le regard fuyant. Il posa l'enveloppe sur la table de nuit. Je ne peux pas. Je suis désolé. Aminata ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle le regarda longuement, en silence. Puis elle dit, « Tu ne seras jamais un homme libre, Arnaud. Tu seras ton père et tu mourras avec cette honte. » Ce furent ses derniers mots. Il ne la revit plus jamais. Pendant des années, Arnaud tenta d'oublier. Il fit des donations à des ONG africaines, finança des programmes de santé maternelle, s'engagea dans des causes qui, inconsciemment, portaient le nom d'Aminata. Il se persuada qu'il avait essayé, qu'il n'avait pas eu le choix. Mais ce mensonge s'effondra devant la chambre d'hôpital de Saint-Denis. De retour dans son bureau, Arnaud ouvrit un tiroir dissimulé sous une étagère. Il en sortit un petit carnet à spirale, jauni sur les bords. À l'intérieur, des notes manuscrites, des lettres jamais envoyées, adressées à Aminata. Certaines tachées de gouttes, d'autres griffonnées dans l'urgence. Des mots de regret, de solitude, de honte. Il les relut un à un jusqu'à l'aube. Puis il ferma le carnet, se leva et déclara à voix haute, dans le silence glacial de son bureau, « Il est temps de réparer ce que j'ai détruit. » Mais dans la pénombre, une pensée insidieuse le traversa. Et si c'était déjà trop tard? Le lendemain, l'air parisien semblait encore plus lourd. Un brouillard discret recouvrait les façades haussmanniennes comme un manteau d'indifférence. Mais dans le cœur d'Arnaud Delacour, quelque chose s'était déplacé. Une fissure s'était élargie. Il ne pensait plus comme un stratège. Il pensait comme un homme, comme un père, ou du moins comme un homme qui aurait dû l'être. Il passa la matinée à contacter des avocats, à chercher dans les archives privées de sa fondation les projets qu'il pourrait mettre en veille pour dégager un budget immédiat. Il voulait aller vite. Il fallait qu'il voie Fatou, qu'il lui parle, qu'il répare d'une manière ou d'une autre. Il la retrouva à la sortie de la clinique. Quelques jours plus tard, elle marchait d'un pas pressé, un dossier sous le bras, visiblement fatiguée. Il l'attendait appuyé sur une berline noire garée en double fil, entourée d'un discret garde du corps qui s'écarta à son approche. « Madame Sarr » dit-il doucement. Fatou s'arrêta net. Elle le reconnut immédiatement, non pas comme le client silencieux du restaurant, mais comme l'homme sur la photo que sa mère gardait dans un vieux carnet de prières. « Qu'est-ce que vous me voulez ?» lança-t-elle, les yeux brillants de colère. Arnaud baissa les yeux, rassemblant ses mots. « Je ne suis pas ici pour m'excuser, pas encore. Je suis venu pour vous aider, pour aider votre fille. Ma fille n'a pas besoin de votre pitié. Ce n'est pas de la pitié, c'est une dette. Elle a besoin de soins que vous ne pouvez pas couvrir seul. Et je peux... » Elle le coupa sèchement. « Vous croyez qu'un chèque va effacer les années de silence ? Que l'argent soigne ce que l'abandon a détruit ?» Arnaud se crispa, mais ne répondit pas. Il sortit un dossier de sa mallette, un accès prioritaire à une clinique privée de renom, les frais couverts pour Aïssata, un accompagnement spécialisé, une chambre individuelle. Tout avait déjà été organisé. Fatou le lut rapidement, les sourcils froncés, puis referma le dossier et le lui rendit. « Je ne suis pas une pauvre qui vend sa dignité pour une chambre avec vue sur la tour Eiffel. » Mais au moment de tourner les talons, elle s'arrêta. Son souffle devint plus court. Elle se retourna lentement et dit, les dents serrées, « Je vous reconnais, vous savez. Ma mère vous appelait l'ombre douce. Elle savait que vous ne viendriez jamais. » Le silence tomba brutalement entre eux. Arnaud se sentit transpercé. C'était la première fois qu'il entendait quelqu'un évoquer Aminata depuis presque 30 ans. « Ma Fatou, je vous en supplie. » Mais elle ne le laissa pas finir. « Je vous laisse avec vos dossiers, monsieur Delacour. Ma fille, elle, a besoin de présence. Pas de promesses imprimées sur du papier glacé. » Elle s'éloigna dans le froid, laissant derrière elle un homme au bord de l'effondrement. Plus tard ce soir-là, seul dans son immense salon, Arnaud alluma la télévision. Les journaux du soir montraient en boucle une vidéo devenue virale, la scène de l'humiliation au restaurant, filmée par un influenceur présent ce jour-là. On y voyait le maître d'hôtel la rabaisser, lui déchirer son bon, et elle, droite, digne, les yeux humides. Les réseaux s'embrasaient, les hashtags « Je suis Fatou » et « L'orangerie scandale » grimpaient. Des journalistes fouillaient, cherchaient à la retrouver. Mais elle se cachait. Elle refusait les interviews. Elle ne voulait pas devenir un symbole. Et pourtant,
Dans chaque foyer, dans chaque bureau, dans chaque rame de métro parisien, les visages se tournaient vers elle, vers son silence, sa douleur, son refus. Arnaud regardait l'écran, les mains jointes devant sa bouche. Il comprit alors que ce n'était plus une histoire entre lui et Aminata, ni entre lui et Fatou. C'était devenu une histoire entre lui et sa conscience, entre lui et le monde. L'hiver parisien persistait, glacial et indifférent. La ville poursuivait sa cadence effrénée, tandis qu'en coulisses, la tempête médiatique autour de l'affaire Fatou Sarr ne faisait que s'amplifier. La vidéo avait été relayée par les chaînes nationales. Les journaux titraient « Une serveuse expulsée pour avoir voulu manger là où elle sert ». Les débats s'enflammaient sur les plateaux. Racisme systémique, fracture sociale, hypocrisie de l'élite. Les visages s'indignaient, les poings se levaient, mais Fatou, elle, gardait le silence. Arnaud, lui, n'avait plus le luxe de l'inaction. Dans son bureau du dernier étage d'un immeuble vitré surplombant la Seine, il s'entretenait avec son notaire, maître Duhamel, un homme méthodique, discret et habitué aux caprices des grandes fortunes. « Je veux officialiser une reconnaissance légale. De l'enfant ? Non, de la mère. Monsieur Delacour. » Le notaire hésita. « Cela pourrait avoir des conséquences juridiques et médiatiques. La presse ne vous lâchera plus. Vos actionnaires non plus. Il ne m'intéresse plus. » Le notaire se pencha vers son client. « Vous réalisez que vous allez déclarer avoir abandonné une fille pendant près de 30 ans? Que vous avez racheté le silence de sa mère? Je ne l'ai pas racheté. Je l'ai étouffé. Et aujourd'hui, je veux le laisser parler. » Quelques jours plus tard, un document officiel était signé, enregistré, scellé. Arnaud Delacour reconnaissait être le père biologique de Fatou Sarr. Une démarche exceptionnelle qui se faisait sans médiatisation, sans conférence de presse, sans message public. C'était une reconnaissance silencieuse, faite dans l'ombre, mais qui avait une conséquence immédiate. Fatou avait désormais accès aux ressources médicales les plus avancées de France, via la branche privée du groupe Delacour Santé. Et sa fille, Aïssata, pouvait être traitée dans les meilleures conditions possibles, sans avoir à se battre contre les factures. Fatou reçut une convocation administrative quelques jours après. Elle crut d'abord à une erreur, mais en découvrant les documents, elle sentit son corps se raidir. Elle les lut, assise sur son lit, tandis qu'Aïssata dormait à côté, le visage apaisé. Il y avait là, noir sur blanc, la reconnaissance de filiation. Pas de grand discours, juste un acte, officiel, légal, définitif. Le lendemain, elle entra dans la clinique privée, d'un pas mesuré. Le marbre poli du sol contrastait violemment avec le linoléum fatigué de Saint-Denis. On lui offrit un café. On l'appela Madame Delacour. Elle se contenta de répondre « Je suis Fatou, seulement Fatou ». Une secrétaire s'approcha timidement. « Vous avez un message manuscrit de Monsieur Delacour ». Fatou ouvrit l'enveloppe avec lenteur. À l'intérieur, une seule phrase, écrite de cette écriture droite et sèche qu'elle reconnaissait à présent. « Je ne peux pas être un père, mais je veux au moins être utile à ce que j'ai détruit. » Elle serra la feuille entre ses doigts, la gorge serrée, pas une larme. Juste un long silence, comme une digue qui résiste. Mais le soir, seule dans sa cuisine, Fatou sortit la photo d'Aminata, qu'elle gardait pliée dans sa Bible. Elle la posa sur la table, la regarda longuement, puis murmura « Je ne lui ai pas pardonné, mais je n'ai plus la force de le haïr. » Et sans bruit, elle signa les papiers de transfert médical pour sa fille. Le printemps commençait à peine à effleurer Paris, déposant ses premières couleurs timides sur les arbres de la rive gauche. Dans la chambre stérile de la clinique Delacour, Aïssata regardait par la grande baie vitrée les feuilles danser. Elle avait l'air d'un oiseau en cage, fragile, pâle, mais les yeux toujours curieux du monde. À ses côtés, Fatou ne la quittait pas. Depuis leur installation dans la nouvelle aile de l'hôpital, tout semblait s'être accéléré. Les examens, les analyses, les protocoles complexes. On parlait d'une transplantation, une dernière chance, il fallait un donneur compatible. Arnaud suivait l'évolution à distance. Il n'était pas venu à la clinique, pas encore. Il voulait respecter ce silence. Il savait qu'il n'était pas le bienvenu. Mais il continuait à faire avancer chaque dossier, à financer chaque déplacement, chaque expertise. Puis, un jour, il reçut un appel urgent du docteur Morel, chef de l'unité de greffe. « Monsieur Delacour,
Vous êtes le seul donneur compatible à 100% identifié jusqu'à présent. Silence. Nous devons agir rapidement. Le système immunitaire d'Aïssata se dégrade. Si nous attendons trop, la greffe ne sera plus possible. Arnaud ne réfléchit pas. Il accepta immédiatement. Il n'y avait pas de débat. Le jour de la greffe, Fatou signa les autorisations médicales en silence, les lèvres tremblantes. Elle n'avait pas voulu que sa fille sache qui était le donneur. Elle lui avait simplement dit que quelqu'un, quelque part, voulait qu'elle vive. Dans la salle d'attente, l'attente fut interminable. Le médecin sortit enfin, retirant son masque. La greffe s'est bien déroulée, mais il marqua une pause. Le donneur a eu une complication, arrêt cardiaque durant l'intervention, et il est en soins intensifs. Sous coma artificiel, le monde s'écroula. Fatou sentit ses jambes fléchir. Elle s'accrocha à un mur, le souffle coupé. Ce n'était pas de l'amour ni même du pardon. C'était un effondrement. Un homme qu'elle avait appris à haïr venait de mettre sa vie en jeu pour sauver celle de sa fille. Elle resta figée des heures durant dans le couloir des soins intensifs. Par la petite fenêtre du box 314, elle voyait Arnaud, pâle, immobile, enveloppé de tuyaux et de silence. Ce soir-là, l'hôpital fut pris d'assaut par les journalistes. L'information avait fuité. On parlait maintenant de la fille cachée d'Arnaud Delacour, de l'enfant issu d'un amour interdit. Les journaux du matin titraient déjà « Un milliardaire donne sa moelle osseuse à une enfant illégitime et tombe dans le coma ». Mais Fatou ne répondit à aucun appel. Elle resta seule toute la nuit, assise sur une chaise inconfortable, à regarder un homme entre deux mondes. À l'aube, elle entra dans la chambre. Elle approcha lentement du lit. Elle observa ce visage devenu si vieux, si étranger et pourtant familier. Elle parla, doucement, lentement, une voix qu'elle n'avait jamais utilisée avec lui. « Je ne t'ai jamais appelé papa, pas une fois, même dans mes pensées. Et pourtant, aujourd'hui, je suis venu te dire merci. Pas pour l'argent, pas pour la clinique, mais pour elle, pour ma fille. » Elle s'assit, une larme coula, unique, silencieuse. « Tu ne m'as jamais prise dans tes bras. Tu ne m'as jamais dit que tu étais fier de moi, mais tu viens de faire ce qu'aucun père n'a jamais fait, risquer ta vie pour celle d'un enfant que tu n'as pas élevé. » Elle se pencha lentement, posa la main sur la sienne, froide et inerte. « Tu ne seras jamais mon héros, mais tu es devenu aujourd'hui humain. » Et pour la première fois, dans ce silence médical oppressant, elle pleura, pas de rage, pas de colère, de soulagement. La pluie tombait fine sur les vitres de la clinique, dessinant des chemins tremblants sur le verre, comme autant de souvenirs hésitants. Cela faisait maintenant 6 jours qu'Arnaud Delacour était plongé dans un coma artificiel. Son visage, presque paisible sous les machines, contrastait avec l'agitation qu'il avait laissée derrière lui. Fatou, elle, n'avait pas quitté l'hôpital. Chaque matin, elle s'asseyait sur le fauteuil beige à côté de son lit. Elle lisait en silence pendant qu'Aïssata reprenait des forces dans une autre aile, sous les soins constants des médecins. Elle ne parlait pas, elle observait, elle attendait, jusqu'à ce que, ce matin-là, une infirmière entre timidement dans la chambre avec une boîte en bois sombre entre les mains. « Il avait demandé qu'on vous remette ceci, si son état venait à devenir critique. » Fatou prit la boîte avec précaution, Elle la posa sur ses genoux. L'objet était lourd, fait de noyer, sans serrure. À l'intérieur, soigneusement rangé et protégé du temps, se trouvaient des lettres, une vingtaine, toutes écrites à la main. Chaque enveloppe portait un prénom. Aminata. Fatou sentit un frisson lui remonter l'échine. Elle en choisit une, datée de 1998, et l'ouvrit avec lenteur. L'écriture d'Arnaud était droite, régulière. Les mots, eux, tremblaient d'émotion. « Aminata, aujourd'hui j'ai rêvé de toi. Tu étais assise sur le balcon, le ventre rond, les pieds nus, tu riais. Ce son me manque. Je me déteste de ne pas avoir eu le courage de te défendre. Je me suis soumis comme un lâche. Je t'ai laissé seul. J'ai trahi ce que j'étais quand j'étais avec toi. Je ne sais pas où tu es, si tu es toujours en vie. Mais si jamais un jour tu lis cette lettre, je suis désolé. Pas avec les mots d'un homme qui veut être pardonné, mais avec ceux d'un homme qui sait qu'il ne le mérite pas. » Fatou ferma les yeux. Elle avait toujours cru que sa mère avait été une simple victime silencieuse, oubliée par le monde. Mais là, dans ces mots non envoyés, se trouvait un amour qu'elle n'avait jamais soupçonné. Elle en lut une autre, puis une troisième. Et à mesure qu'elle découvrait ces fragments de cœur, la silhouette d'Arnaud devenait plus complexe, moins monstrueuse, plus brisée. Il n'était pas l'homme qu'elle avait voulu haïr toutes ces années.
Il n'était pas un héros non plus. Il était juste un homme faible et terriblement humain. Dans la dernière lettre, datée d'1 an seulement avant le présent, une phrase la marqua comme un coup de tonnerre. « Je vis entouré de miroirs dorés, de tableaux qui ne me regardent plus. Mais il y a un silence dans ma maison que même l'argent n'arrive pas à combler. Ce silence a ton nom, Aminata, et peut-être celui d'un enfant que je ne connaîtrai jamais. » Fatou posa la lettre sur ses genoux, leva les yeux vers Arnaud, immobile dans son lit, et dit doucement « Tu m'as cherché, et moi je t'ai trouvé trop tard. » Elle se leva, prit un stylo de son sac, et sur une feuille vierge, écrivit à son tour « Je ne te pardonne pas, Arnaud, pas entièrement, mais je te reconnais, et parfois c'est tout ce qu'on peut offrir à ceux qui nous ont brisés. » Elle glissa la lettre dans la boîte, referma le couvercle et s'assit à nouveau. Le silence reprit sa place dans la chambre, mais ce n'était plus le même. Ce fut un samedi matin, alors que le ciel était dégagé pour la première fois depuis des jours, que l'inattendu se produisit. Dans la chambre silencieuse de la clinique, le bip régulier du moniteur cardiaque changea imperceptiblement. La courbe s'accéléra, les chiffres s'ajustèrent, et puis un souffle, léger, presque imperceptible. Les paupières d'Arnaud tremblèrent, puis s'ouvrirent lentement. Le premier visage qu'il aperçut fut celui d'une infirmière penchée sur lui, qui cria doucement pour prévenir les médecins. Le deuxième visage, quelques heures plus tard, fut celui d'une fillette qui entra dans sa chambre, poussée en fauteuil roulant, un bandeau rose autour de la tête et une lueur étrange dans les yeux. Aïssata. Elle s'arrêta près du lit, tenant un petit dessin à la main. « Bonjour, monsieur. On m'a dit que c'est vous qui m'avez donné votre moelle. C'est bizarre comme mot, hein ? Moelle. » Arnaud voulut parler, mais sa gorge était sèche. Il ferma les yeux, puis les rouvrit, comme pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. La voix de l'enfant le traversait comme un écho d'un passé qu'il pensait à jamais effacer. « Maman dit que vous êtes un grand monsieur. Moi, je pense que vous êtes un peu comme une boule de neige. Froid dehors, mais peut-être doux dedans. » Elle tendit le dessin. C'était un portrait maladroit mais touchant. Un vieil homme aux cheveux blancs, avec une petite fille qui lui tenait la main. En bas, elle avait écrit « Merci, Monsieur Neige ». Arnaud laissa échapper un souffle. Un rire silencieux. Ses yeux s'humidifièrent. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il d'une voix rauque. « Aïssata. Et vous » « Arnaud. C'est un prénom sérieux, comme les gens qui ne sourient pas. » À cet instant, Fatou entra dans la pièce. Elle s'arrêta net en voyant sa fille assise au chevet de l'homme qu'elle avait haï toute sa vie. Arnaud tourna lentement la tête vers elle. « Elle est incroyable. » Fatou ne répondit pas. Elle s'approcha, se pencha doucement vers Aïssata et dit « Allez, ma chérie, laisse monsieur se reposer. »« D'accord, mais je peux revenir demain ? Je veux lui montrer mon bracelet de courage. » « Bien sûr. » Aïssata quitta la pièce, poussée par l'infirmière, laissant derrière elle un silence chargé d'émotion. Arnaud regarda Fatou, longuement. Il ne tenta pas de parler. Il savait qu'aucune parole ne suffirait. Mais elle le regarda, elle aussi. Et dans ses yeux, il ne vit pas de haine, ni même de pardon. Juste une fatigue ancienne. Celle de toutes les femmes qui ont trop attendu, trop pleuré, trop porté. Et alors qu'elle allait sortir, elle s'arrêta sur le seuil. « Elle ne sait pas qui vous êtes. Je ne lui ai rien dit, parce qu'elle n'a pas besoin de savoir d'où elle vient pour savoir qui elle est. » Elle marqua une pause. « Mais vous savez maintenant. » Et elle referma la porte, laissant Arnaud seul, les yeux ouverts, sur une vérité qu'il n'avait jamais voulu affronter. Il avait manqué sa chance d'être un père, mais peut-être pas celle d'être un homme. Les semaines passèrent, lentes, mais pleines de transitions silencieuses. Aïssata, désormais hors de danger, avait repris des couleurs. Elle passait ses journées à dessiner, à écouter de la musique, à rire avec les infirmières qui l'adoraient. Arnaud, lui, récupérait lentement, cloîtré dans la même chambre, hanté non plus par la douleur physique, mais par une conscience enfin éveillée. Il passait ses journées à lire les lettres qu'il avait autrefois écrites et jamais envoyées, à relire ce qu'il n'avait pas eu le courage de dire, mais désormais, il savait qu'il n'écrirait plus à Aminata. Il était temps de parler aux vivants. Un matin, il demanda à Maître Duhamel de faire une réservation discrète dans un petit restaurant privé, le Refuge, niché derrière Montmartre. Un lieu discret, intime, qu'il avait autrefois fréquenté pour ses déjeuners d'affaires, mais qu'il voulait désormais offrir à un autre usage. Il voulait inviter Fatou et Aïssata à dîner. Une tentative maladroite, peut-être,
mais sincère. Fatou hésita. Elle ne donna pas de réponse tout de suite. Elle en parla à sa fille, qui éclata de joie. « Un dîner avec Monsieur Neige. Il va y avoir des frites. » Fatou sourit malgré elle. Peut-être. Elle accepta finalement, posant une seule condition. Pas de journaliste, pas de photos, pas de promesses. Le soir du dîner arriva. Arnaud était déjà installé à une table ronde. Au fond du restaurant, vêtu d'un costume sombre, mais sans cravate. Il avait fait un effort, sans chercher à impressionner. Devant lui, 2 assiettes vides, une corbeille de pain chaud, une bouteille d'eau. Il semblait tendu, presque fébrile. Mais elles ne vinrent pas. L'horloge du mur marqua 20 heures. Puis 21. À 22 heures, il comprit. Fatou ne voulait pas de ce dîner. Pas comme ça, pas dans un lieu qui lui rappelait le monde, auquel elle n'avait jamais appartenu. Il quitta la salle, le cœur lourd, mais étrangement lucide. Le lendemain, il retourna dans l'ancien quartier d'Aminata, à Barbès-Rochechouart. Il marchait lentement dans les rues où il ne s'était jamais aventuré, observant les devantures modestes, les enfants jouant sur les trottoirs, les vendeurs de tissus africains criant les prix à la volée. Il s'arrêta devant un restaurant fermé depuis des années. Le petit Kébé, le petit, lisait-on encore sur l'enseigne effacée. Il colla son front contre la vitre. À l'intérieur, la poussière avait recouvert les tables. Mais quelque chose vibrait encore dans ce lieu. Une chaleur ancienne, une promesse jamais tenue. Ce jour-là, Arnaud signa l'acte de rachat du local. Il fit venir des architectes, des cuisiniers, des peintres. Il travailla chaque jour à distance, en silence, sans jamais en parler à Fatou. Et lorsqu'il eut terminé, il plaça dans une enveloppe les clés du lieu, accompagnées d'un mot écrit de sa main. « Tu as dit que ma fille n'avait pas besoin de savoir d'où elle venait pour savoir qui elle était. Mais elle aura désormais un endroit pour le découvrir. Il s'appellera chez Aminata. » Fatou trouva l'enveloppe un matin, glissée sous la porte de sa chambre à la clinique. Elle l'ouvrit, lut, resta figée. Puis, elle pleura. Pas de tristesse, mais parce qu'enfin, quelqu'un avait écouté. Les travaux du restaurant avancèrent plus vite que prévu. En quelques semaines, l'ancien Petit Kébé fut transformé en un lieu lumineux, aux murs tapissés de photos noires et blancs, de femmes africaines souriantes, de mains qui pétrissent la farine, d'enfants qui courent dans des ruelles sablonneuses. Le carrelage avait été refait avec des motifs inspirés du Sénégal. Au-dessus de l'entrée, une nouvelle enseigne dorée brillait modestement, chez Aminata. Mais Arnaud de la Cour, lui, s'éteignait à petit feu. La greffe avait réveillé une série de complications cardiaques. Son cœur fatigué ne suivait plus. Les médecins parlaient d'un déclin irréversible. Ce n'était pas une chute brutale, mais une descente douce et consciente vers la fin. Et lui, il le savait. Il avait commencé à ranger sa vie, comme on ferme les tiroirs d'une maison avant de partir. Dans sa chambre, il demanda à Maître Duhamel de préparer son testament final. Cette fois, il n'y aurait pas de clause conditionnelle, pas de fondation filtrant l'héritage, pas d'intermédiaire. Je veux que tout ce que je possède, tout ce que j'ai bâti, aille à Aïssata, pas quand elle aura 18 ans, pas à sa majorité, immédiatement. Elle sera sous la tutelle de sa mère, bien sûr. Le notaire releva lentement les yeux, visiblement bouleversé. Il connaissait Arnaud depuis 30 ans. Jamais il ne l'avait vu aussi décidé, ni aussi paisible. Vous êtes certain de vouloir tout léguer à une enfant dont vous n'avez jamais été le père légalement. Je ne l'ai pas été sur le papier, Duhamel, mais j'ai été ce qu'il fallait être, à l'instant où il le fallait. Et c'est tout ce que je peux donner à cette vie que j'ai volée. Il y ajouta une clause finale, qu'il dicta lentement, mot après mot, comme s'il en gravait chaque syllabe, à condition que le restaurant chez Aminata reste ouvert aux sans-abri et aux enfants du quartier au moins une fois par semaine. Ce n'est pas une dette, c'est une prière. Fatou fut convoquée le lendemain à la clinique. Arnaud voulait la voir, seul à seul, une dernière fois. Elle entra dans la chambre. Il était assis, amaigri, les traits tirés, mais ses yeux brillaient d'une clarté presque surnaturelle. « Je t'ai fait venir parce que je veux que tu saches, avant que tout cela ne s'éteigne, que je t'ai cherché, pas assez fort, pas assez tôt, mais je t'ai cherché. » Fatou ne répondit pas. Elle resta debout, droite, les bras croisés. Elle ne pleurait pas. Pas encore. Je n'ai jamais appris à aimer sans condition. On m'a appris à posséder, à construire, à contrôler, pas à aimer. Tu es la seule chose que je regrette vraiment. Un silence tomba entre eux, long,
épais. Puis Fatou s'approcha. Elle s'assit sur le bord du lit, et pour la première fois, elle posa une main sur celle de son père. « Tu n'as pas été un père, mais tu m'as donné un lieu où ma mère vivra à travers chaque plat, chaque sourire, chaque enfant accueilli. Et ça, je te le rends. Pas avec le pardon, mais avec la paix. » Arnaud ferma les yeux. Une larme coula, discrète. Pas de théâtre, pas de cri, seulement la vérité nue, celle qui survit à toutes les fautes. Il murmura dans un souffle « Merci, ma fille ». Et ce furent ses derniers mots. La pluie avait repris sur Paris, fine et continue, comme un chagrin discret qui refuse de s'arrêter. Le ciel, d'un gris uniforme, enveloppait la ville dans un silence respectueux. Ce matin-là, la cathédrale Saint-Augustin était pleine à craquer. Hommes politiques, capitaines d'industrie, journalistes, anonymes, tous venus rendre un dernier hommage à Arnaud Delacour, le magnate de la finance devenu, dans ces dernières semaines, un homme qui avait ému la nation. La cérémonie était grandiose, trop grandiose, pensa Fatou, vêtue d'un manteau noir sobre, assise dans les derniers rangs avec Aïssata blottie contre elle. Elle avait refusé les places à l'avant. Elle n'était pas là en tant qu'héritière. Elle était là en tant que fille d'une femme oubliée. Des discours furent prononcés, des éloges, des souvenirs, des citations d'Arnaud sur le leadership responsable et l'investissement humaniste. Mais Fatou n'écoutait pas. Elle observait les vitraux colorés, les visages figés, et se demandait combien de ces gens l'auraient regardé de travers, quelques mois plus tôt, dans ce même quartier, si elle avait osé y entrer. À la fin de la cérémonie, alors que le cercueil allait être transporté vers le caveau familial, Fatou se leva. Elle avança lentement, Aïssata tenant sa main. Tous les regards se tournèrent vers elle, certains les reconnurent, d'autres non. Le silence dans la cathédrale devint presque palpable. Arrivée devant le cercueil, elle sortit de son sac la petite photo plastifiée qu'elle gardait depuis toujours. Celle d'Aïssata, enfant, souriante malgré les tubes d'oxygène, la même qui était tombée sur le sol d'une orangerie le jour de l'humiliation. Elle la posa doucement sur le bois verni du cercueil. Puis elle sortit une seconde photo, jaunie par le temps. Aminata, enceinte, le regard fier et le sourire large, tenant la main d'un jeune homme aux cheveux noirs, aux yeux incertains. Elle la posa à côté, et enfin, elle sortit une troisième photo, prise quelques jours avant la mort d'Arnaud. On y voyait lui, assis dans un fauteuil, Aïssata sur ses genoux, riant à plein poumon, un dessin à la main. 3 vies, 3 vérités, 3 blessures. Elle ne prononça pas de discours, elle ne versa pas une larme. Mais lorsqu'elle se tourna pour repartir, un silence de plomb accompagna ses pas. Pas un mot, pas une question, juste le poids de la dignité, portée sans bruit. Aïssata regarda le cercueil une dernière fois et chuchota « Au revoir, Monsieur Neige ». Puis elles sortirent, main dans la main sans se retourner. 6 mois plus tard, rue Léon, dans le quartier de la Goutte d'Or, un petit restaurant ouvrit ses portes dans une effervescence chaleureuse et inattendue. La façade, repeinte en terracotta doux, portait désormais un nom doré, discret mais vibrant, chez Aminata. À l'intérieur, les murs étaient tapissés de souvenirs, des photos de femmes fortes, de sourires capturés à la volée, d'enfants dans des marchés africains, de mains qui pétrissent, de visages levés vers le ciel. Une grande fresque dominait la salle principale, un portrait d'Aminata, peint à la main, ses yeux noirs fixant l'horizon, la tête haute, la peau dorée par une lumière imaginaire. Fatou dirigeait la cuisine avec assurance. Elle n'avait jamais fait d'école hôtelière, mais elle avait appris à nourrir avec amour. Les plats étaient simples, généreux, parfumés d'épices et de mémoire. Mafé, thiéboudienne, poulet yassa, servi avec du pain fait maison et des sourires sincères. Aïssata, en tablier rouge, aidait à dresser les tables, toujours trop grande pour son âge, toujours trop vive pour rester en place. Le premier jour, la salle fut comble. On y vit des familles, des voisins, des étudiants, des femmes seules, des retraités du quartier, mais aussi des inconnus, attirés par les rumeurs d'un restaurant où l'on est accueilli comme un membre de la famille, quelle que soit la couleur de ses chaussures. À la fin du service, une vieille dame entra, les cheveux gris relevés en chignon, un long manteau bleu marine. Elle regarda autour d'elle, comme si elle cherchait quelque chose du passé. Puis elle s'approcha du comptoir et demanda, avec un sourire discret, « Est-ce vrai ce qu'on dit, qu'ici, tout le monde est le bienvenu, même les gens un peu perdus ?» Fatou s'approcha, essuya ses mains sur son tablier et répondit sans hésitation. « Ici, madame,
Personne n'a besoin de permission pour exister. La vieille dame hocha la tête, émue, et s'installa à une petite table près de la fenêtre. À 20 heures, comme tous les jeudis soirs, le service porte ouverte commença. Des sans-abri entrèrent, timidement d'abord, puis avec gratitude. On les servit comme tout le monde. Les mêmes plats, les mêmes assiettes, les mêmes sourires. Une file d'enfants s'installa à l'arrière, autour d'Aïssata, qui leur racontait l'histoire de son bracelet de courage. Dans un coin, invisible aux yeux de tous, une petite plaque de cuivre brillait au mur. On y lisait « À ceux que le monde a oubliés trop tôt ». À ceux qui ont aimé sans pouvoir rester, à ceux qui ont été aimés sans le savoir. Fatou la regarda un instant, puis retourna en cuisine. Dehors, il pleuvait, mais à l'intérieur, il faisait doux, très doux. Et dans le rire d'un enfant, dans le parfum du riz, dans le bruit des couverts qui s'entrechoquent, vivait une histoire que personne n'avait osé rêver, mais que tous pouvaient désormais goûter. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Auriez-vous eu la force de pardonner ou auriez-vous laissé la colère guider votre histoire? La vie ne nous donne pas toujours les réponses, mais parfois elle nous offre une seconde chance. Une chance de choisir l'amour plutôt que l'amertume, la paix plutôt que le silence. Cette histoire n'est pas qu'un récit, c'est un miroir, un rappel que derrière chaque regard, il y a une bataille que l'on ne voit pas, que même les cicatrices invisibles peuvent écrire les plus belles leçons. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez-la avec ceux qui ont besoin de croire que la dignité peut survivre à tout. Merci d'avoir écouté et dites-nous en commentaire, vous l'auriez pardonné.